Et donc, nous sommes cette anomalie a été découverte donc en 1960. Et là, il y a à peu près une dizaine d'années, dans la mesure où on a pu connaître la cause moléculaire, eh bien, on a mis en place, l'industrie pharmaceutique a mis en place des substances anti-tyrosine kinase qui permettent donc de bloquer le site catalytique d'Abelson. Cette molécule donc s'appelle le Glivec. Et donc, là, en fait, donc Abelson, qui va donc avoir une activité donc, de phosphorylation constitutive et qui va donc entraîner la LMC. Donc là, maintenant, on a un médicament qu'on appelle de l'imatinib ou du Glivec, et donc qui va se mettre dans la poche active donc, de Abelson. Et aujourd'hui, on va dire que c'est un médicament qui est efficace. On guérit les leucémies myéloïdes chroniques. Dans certains cas, malheureusement, il y a des mutations qui font que le site actif n'est plus couvert par le Glivec. Mais dans la très grande majorité des cas, on guérit les leucémies myéloïdes chroniques. C'est le premier cas et le seul cas pour le moment de thérapie ciblée du cancer. Donc vous devez le connaître. Parce que ça, c'est un apport considérable au traitement du cancer. Donc, je pense que vous avez vu un peu le cheminement. On découvre une anomalie chromosomique. On voit qu'elle est récurrente, tout ça. Donc, on déduit avec toutes ces anomalies récurrentes que la cause est une cause génétique, qu'elle est moléculaire. On trouve les gènes de fusion. On comprend le mécanisme. On cherche des antityrosine kinases, donc qui bloquent spécifiquement le site actif de la molécule qui génère le cancer. On trouve un médicament et on a le premier médicament ciblé contre le cancer. D'accord? Donc c'est un long chemin, mais malheureusement, c'est un chemin qui a été fait, mais qui est très rare en fait, puisque, alors, ça je vais passer ça. Si on regarde l'ensemble des leucémies aiguës aujourd'hui, on a à peu près 40 à 50 ans de recul. On est devant à peu près 400 remaniements de structures récurrents. Donc aujourd'hui, on ne trouve plus de nouvelles translocations récurrentes. Ça a été vraiment le pain béni des cytogénéticiens du cancer des hémopathies malignes pendant les années 80 aux années 2010. Maintenant, on n'en trouve plus. Aujourd'hui, donc ces 400 remaniements ont permis de trouver à peu près 150 gènes impliqués dans les hémopathies malignes. Mais en fait, ces 150 gènes ne sont pas des cibles thérapeutiques puisque ces 150 gènes se regroupent dans des grands blocs en fait, de pathologie. Par exemple, on vient de voir les tyrosine kinases. C'est-à-dire que vous avez plein de... Là, on a vu Abelson, mais vous avez beaucoup d'anomalies avec d'autres tyrosine kinases. Par exemple, et donc les tyrosine kinases, vous avez plusieurs types de protéines, peu importe. Ça, c'est leur fonction normale. Il y a des récepteurs des tyrosine kinases. Vous avez un effecteur qui arrive, elles se regroupent, et puis elles sont actives comme Abelson. Et puis donc, par les translocations, elles font ce que je viens de vous montrer. Donc le cas d'Abelson est connu pour beaucoup de tyrosine kinases. D'accord? Mais le médicament qu'on emploie pour Abelson, il peut ne pas être efficace pour d'autres tyrosine kinases. Donc, en fait, il y a une forte activité de l'industrie pharmaceutique pour trouver des antityrosine kinases pour d'autres cas de cancer avec tyrosine kinase. Bon. Ça, on a vu ça. Bien. Autre modèle. Là, on a vu donc le problème des tyrosine kinases, qui sont des protéines cytoplasmiques. Maintenant, on regarde ce qui se passe pour des protéines nucléaires. Je prendrai un seul cas. Je prendrai le cas du gène MLL pour mixed lineage leukemia. C'est-à-dire qu'on trouve ce gène remanié dans beaucoup donc, de leucémie. Son exemple est intéressant. Voici par exemple l'exemple type qui est une translocation 4-11. C'est une translocation qui est redoutable. Lorsqu'un enfant de 1 an a une translocation 4-11, là aussi c'est terrible. C'est-à-dire que ça induit immédiatement, c'est une urgence, c'est greffe de moelle, etc., etc.
Le gène qui est en cause, c'est le gène MLL. Le gène MLL code pour une grande protéine. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans, en fait, c'est qu'elle se lie à l'ADN, c'est sûr, mais elle a des domaines, comme par exemple le domaine 7, qui va méthyler en fait les lysines d'histone. Et ça fait référence à l'épigénétique, à ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire que ce gène-là va participer au fait qu'une région de l'ADN va être compressée ou va être relaxée. C'est un gène qui est donc important, et il est important dans le développement embryonnaire. Lorsqu'on regarde des différentes leucémies, et on a fait des transcriptomes pour voir des leucémies lorsque MLL est atteint, ce qu'on observe en termes d'expression, c'est que les gènes qui sont dérégulés par des leucémies où vous avez une anomalie chromosomique en 11q23 qui remanie le gène MLL, sont des gènes dits les gènes homéotiques. Les gènes homéotiques sont des gènes qui sont extrêmement importants dans la différenciation embryonnaire. Ce sont des gènes qui participent à l'élaboration donc du plan, qui permettent à des cellules d'avoir leurs coordonnées sur l'axe antéro-postérieur dans le développement embryonnaire. Et par exemple, on sait que des mutations des gènes homéotiques peuvent conduire à l'existence de mouches avec des pattes au niveau de leur tête ou avec des mouches avec 2 paires d'ailes. Donc ce sont des gènes qui sont complexes, qui sont importants dans le développement embryonnaire. Le problème, c'est qu'ils sont aussi impliqués dans l'hématopoïèse. Et en particulier, je vais revenir sur ça, lors de l'hématopoïèse, vous avez des cellules souches, ici, et l'expression de gènes homéotiques correspond au fait que les cellules restent des cellules non différenciées. Il faut l'extinction de l'expression de OXA pour qu'une cellule puisse se différencier. C'est ce qui est marqué sur l'image ici. Le marqueur CD34 est un marqueur de non-différenciation cellulaire. Lorsqu'une cellule commence à se différencier, son taux d'expression diminue. Et lorsqu'on regarde l'expression de OXA9, un des gènes homéotiques, ça diminue de façon identique. C'est-à-dire que tant que vous avez une expression importante d'OXA, les cellules vont rester à un stade non différencié. Et lorsqu'on regarde en fait le contrôle de l'expression des gènes OXA, eh bien en fait, lorsqu'on regarde un locus OXA, lorsqu'il est exprimé, ce qui lui permet de garder le locus ouvert, c'est la fixation de MLL au niveau de ce locus. MLL va méthyler la lysine 4 de l'histone H3 et va maintenir sous cette configuration de chromatine relâchée le locus OXA, ce qui fait que ces gènes vont s'exprimer. Et à un moment, lorsque la cellule doit se différencier, MLL se retire en fait du locus OXA, il se comprime et vous n'avez pas d'expression de OX. À ce moment-là, la cellule peut effectivement se différencier. Lorsque vous avez des anomalies chromosomiques qui impliquent MLL, ça dérégule en fait l'expression d'MLL. Et ici, par exemple, peu importe l'anomalie, ce qui est important de retenir, c'est que dans cette translocation, en l'occurrence ici c'est une translocation 11-10, MLL en fait va rester fixé au locus et va faire en sorte que le locus OX reste ouvert et que la cellule continue en fait à sécréter de l'OX. Et à ce moment-là, lorsqu'elle continue à sécréter de l'OX, elle reste en fait à ce stade-là. Donc la cellule est bloquée dans sa différenciation, elle continue à proliférer. Et ce qui se passe, c'est que dans la mesure où elle continue à proliférer, d'autres anomalies peuvent survenir, et à ce moment-là, la cellule, elle a un trouble donc de la différenciation. Il suffit qu'elle ait un autre accident qui lui donne un trouble de la multiplication, et vous avez des leucémies aiguës. Donc vous voyez, là, on est dans une situation très différente des tyrosine kinases dérégulées, et aller trouver une cible thérapeutique ici est quelque chose de beaucoup plus compliqué que de trouver une cible thérapeutique pour une tyrosine kinase, qui est une enzyme se trouvant au niveau du cytoplasme. Là, ce sont des protéines nucléaires, les mécanismes sont beaucoup plus complexes,
Et jusqu'à présent, on ne sait pas comment, par quelle voie comment il faut s'y prendre pour pouvoir guérir, trouver des médicaments spécifiques donc de ces maladies. Ces gènes de fusion, on les trouve aussi bien dans les hémopathies malignes, mais on les trouve aussi dans d'autres types de tumeurs. Pas la peine de retenir ça particulièrement. Vous devez retenir, par exemple, qu'on trouve ça dans des sarcomes, dans des tumeurs solides. Donc, le mécanisme de formation de gènes de fusion est un mécanisme qu'on a d'abord découvert dans les hémopathies malignes, mais aujourd'hui, on les découvre dans des tumeurs solides, que ce soit des sarcomes, c'est-à-dire des tumeurs du tissu conjonctif, que ce soit des carcinomes, c'est-à-dire des tumeurs venant des épithéliums. Ce mécanisme est un mécanisme important qu'il faut connaître, qui est un mécanisme chromosomique, même si aujourd'hui, je vous dis, on en trouve plus, on a trouvé l'essentiel de ces anomalies, et aujourd'hui, en fait, on sait qu'il y a beaucoup d'autres cancers. Les autres cancers où ces anomalies n'existent pas sont liés à d'autres types d'altérations génétiques, et il y a donc des mutations que l'on trouve, effectivement, beaucoup de mutations que l'on trouve, mais on trouve aussi d'autres mécanismes que l'on va voir tout de suite. Alors, parmi les autres mécanismes chromosomiques qui conduisent au cancer, vous avez les gains, donc trisomie, tétrasomie, pentasomie. Ces gains peuvent être partiels, des duplications. Par exemple, vous avez un gain dans certains types de cancers, peu importe. Hein. Mais l'un des phénomènes très importants s'appelle l'amplification. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des régions du génome qui vont s'amplifier considérablement. Et de façon monstrueuse, en fait. Elles vont s'amplifier de façon monstrueuse et ça va justement entraîner donc une dérégulation totale, en fait, du métabolisme de la cellule. Alors, par exemple, très concret, vous avez deux types, ça se traduit par deux types de formations chromosomiques, ce qu'on appelle des doubles minutes. Je vais vous en montrer. C'est des petits chromosomes en anneaux qui se multiplient, mais de façon des centaines, voire des milliers de fois dans une cellule, ou ce qu'on appelle des HSR, c'est des séquences qui sont colorées de façon homogène. Et en fait, là, l'amplification ne sort pas comme dans une double minute, ça reste sur un chromosome. Et donc concrètement, vous avez ce type d'image. Vous voyez que là, par exemple, vous avez tous les petits points en vert, ce sont des chromosomes double minute. Donc dans la cellule, vous avez des régions géniques qui sont des oncogènes, qui vont en fait sortir des chromosomes et qui auront leur propre en fait dynamique. Ou bien vous pouvez avoir des régions qui vont faire des HSR, vous voyez ici, c'est des régions amplifiées. Ça, c'est une région HSR qui est totalement amplifiée. Voilà encore un HSR, vous voyez, tout un chromosome peut être totalement amplifié. Et c'est un seul gène en fait qui est amplifié et qui prend tout le chromosome. Donc là, vous imaginez que dans cette situation, le taux d'expression du gène est extrêmement important. Donc vous avez vu qu'on peut avoir une surexpression liée au fait qu'on mette un gène à côté d'une séquence enhancer, mais on peut avoir aussi une surexpression d'un gène à cause d'une amplification, soit sous forme de double minute, soit sous forme d'HSR comme ça. Bon, je passe là-dessus. Ça, c'est dans les cancers gastriques. On sait que dans des cancers gastriques, il y a certaines régions donc, qui sont amplifiées. Donc vous voyez qu'à des profils particuliers peuvent correspondre des cancers particuliers. Alors, l'un des cancers les plus fréquents chez l'enfant, donc, c'est le neuroblastome. C'est quand même une incidence de 1 sur 7000, donc c'est quand même pas banal. Ça peut être évidemment, selon les stades, fatal. 85% de ces tumeurs sont à des stades avancés et seuls 15% sont à des stades peu évolués, donc sont d'assez bons pronostics. Donc c'est vraiment des catastrophes chez les enfants. Et ce qu'on observe, en fait, donc vous avez plusieurs types de classements, hein, peu importe, c'est vraiment des exemples que je vous donne, mais bon, je ne vais pas vous poser des questions précises là-dessus. Mais ça, c'est pour montrer que vous pouvez avoir des types diploïdes, pseudo-triploïdes,
vous pouvez avoir en fait, l'un des gènes importants, c'est NMYC. Et selon les types, en fait, il peut être normal ou amplifié. Vous avez d'autres régions.